Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières avec Benjamin Louvet, expert et direction de la gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. La vue globale matières premières, si on prend un indice de référence calculé par Bloomberg Commodity Index, l'indice est au plus bas depuis fin 2021. Ouais. Pourquoi et quelles sont les matières premières spécifiques qui tirent cet indice vers le bas depuis plusieurs mois et trimestres maintenant? Alors c'est un peu toutes les matières premières. Je dirais que celle qui s'en sort presque le mieux, c'est le pétrole. Et le pétrole s'en sort presque le mieux parce qu'il y a un gendarme au milieu de tout ça qui met un peu d'ordre, qui est l'OPEP et notamment l'Arabie Saoudite, qui a réduit sa production pour faire face à ce qui explique une partie de la baisse des autres matières premières, un ralentissement économique qu'on a pu connaître dans le domaine manufacturier, notamment en Europe, aux États-Unis, en Chine, avec le ralentissement immobilier, et qui fait qu'on a eu un peu de ralentissement de la demande dans ce domaine-là. Ce ralentissement, il s'est vu notamment dans le domaine des métaux, et c'est là qu'on commence à voir des marchés qui ont plutôt reculé. Et ce recul a été appuyé par deux choses. La première et la plus importante, c'est que la Chine est sortie de son Covid l'année dernière. Ouais. Et elle est sortie de ce Covid dans une situation un peu différente des pays occidentaux parce qu'il n'y a pas eu d'aide pour les ménages, pas eu d'aide pour les entreprises. Et donc, le secteur, je dirais, économique chinois a tourné au ralenti. Et quand on est sorti de la crise, une fois passé le bol d'air qui fait que les Chinois ont beaucoup consommé au mois d'avril de l'année dernière, on a eu des ISM qui étaient au plus haut depuis 2012, les consommateurs sont devenus beaucoup plus prudents. Et donc les entreprises sont devenues beaucoup plus prudentes et elles ont fonctionné avec des stocks. Elles ont apuré leurs stocks et donc elles n'ont pas été présentes du tout à la demande sur les marchés internationaux, ce qui a fait baisser les prix. Et pourtant, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, Grégoire, la demande de métaux l'année dernière. La demande finale a monté. Oui. Et elle a monté également 9%, non? C'était dans le reste du monde. 9% pour le cuivre en Chine, 4% au niveau mondial. Donc on avait pourtant de la demande, mais on a eu ce phénomène de déstockage chinois, de ralentissement économique qui a pesé. Et puis on a eu un autre élément sur certains métaux, notamment sur le nickel, c'est une montée en puissance de la production, notamment de l'Indonésie, qui ont beaucoup pesé sur le cours du nickel, qui est un des métaux qui a le plus corrigé l'année dernière. Et puis le dernier pan de la cote, je dirais, dans les métaux, dans les matières premières, pardon, ce sont les matières premières agricoles. Et là aussi, on a eu plutôt une année assez décevante. D'abord parce qu'on a eu des très bonnes récoltes, décevantes en termes de prix, des très bonnes récoltes aux États-Unis notamment, en Russie, où on a eu des énormes exports, on a eu le retour du blé et des céréales ukrainiennes également sur le marché, parce que le corridor, bon an, mal an, fonctionne à peu près correctement, ce qui a beaucoup pesé sur le cours du blé, sur le cours du maïs. Seule lueur d'espoir au milieu de tout ça, le cacao, qui lui est sur des records absolus. On a battu tous les records sur le cacao, parce qu'on a des problèmes de récolte, au contraire, dans les gros pays producteurs. Mais globalement, on a eu une année assez décevante pour les matières premières, liées à ce ralentissement économique, à l'apurement des stocks en Chine, mais il y a des lueurs d'espoir sur pas mal de domaines. Oui, parce que quand j'écoute les autres marchés, on a quand même des marchés à la fois obligataires et actions qui nous disent en fait non, la croissance est en train de réaccélérer, les taux ont corrigé à la hausse, les marchés actions achètent la croissance des entreprises et la croissance réalisée. Pour certains analystes, il y a même l'idée peut-être d'une réaccélération de l'économie américaine, d'un phénomène de no landing. Quand on regarde un peu dans le détail en Europe, ça va pas en Allemagne, ça va moyennement en France, mais toute la périphérie est en train de réaccélérer. On sent que le phénomène de déstockage est peut-être passé, les productions manufacturières industrielles se stabilisent, voire donnent des signaux un peu plus positifs. Je suis étonné de ne pas le voir vite et maintenant dans le compartiment des matières premières, qui est quand même des marchés, vous le savez mieux que moi, où ça peut bouger très vite, très fort, en anticipation de phénomènes macro importants, quoi. Alors, on est quand même sur une période un peu particulière. On sort du Nouvel An chinois, qui est quand même un gros consommateur de matières premières, et donc le marché est en train de se rouvrir progressivement. C'était fermé jusqu'au 24 février, donc là, on re-rentre dans une période plus active, et ça devrait commencer à se voir dans les cours. Mais je vous rappelle une chose, le syndrome de la tomate, le cours d'une matière première, il est fait spot contrairement au prix d'une action ou d'une obligation qui est basée sur la valeur d'une entreprise, qui est l'actualisation des flux futurs. Les matières premières, c'est l'équilibre offre-demande à l'instant T. Et donc aujourd'hui, on est encore dans cette phase un petit peu d'attente où on attend toujours la baisse des taux et donc on attend la reprise. Mais vous avez raison de dire qu'il y a des signaux effectivement qui sont plutôt intéressants. On a des ISM, notamment manufacturiers, qui s'améliorent un petit peu. On attend une baisse des taux qui devrait permettre de redonner du dynamisme à la croissance, à l'activité. On a également en Chine
clairement une volonté politique d'aider à redonner de la confiance aux consommateurs. Donc tout ça est plutôt positif, sachant qu'on a, pour le compartiment des métaux, toujours cette transition énergétique qui accélère. On attend encore une hausse des installations pour cette année qui devrait créer une nouvelle demande. Et puis les secteurs traditionnels qui devraient revenir avec la remontée de ces ISM manufacturiers, de ces ISM des services qui devraient être plutôt bons. Sur le pétrole, on attend quand même cette année encore, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie, l'OPEP, attendent une hausse de la consommation de pétrole pour l'année. Et donc on est pour l'instant dans cette phase de transition où on a un peu de stock, on a des réserves parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite ne produit pas au maximum. Donc mais pour vous, c'est une question de temps. C'est-à-dire le redémarrage du complexe matières premières, c'est plus une question de temps qu'une vraie question, quoi. Alors, je mettrais à part le secteur des matières premières agricoles, particulier, qui dépend de l'évolution de la météo et de plein de choses. Et là, on pourrait avoir des surprises avec notamment la période très chaude qu'on connaît en ce moment et qui peut éventuellement, s'il devait y avoir une nouvelle vague de froid derrière, poser un gros problème sur les récoltes, notamment sur les fruitiers, qui sont déjà en fleurs, qui sont des... bien sûr. Ça pourrait poser... Ce qui compte, c'est pas maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a une vague de froid à nouveau ou pas, quoi. Exactement. Mais sur les autres matières premières, effectivement, si on mise sur le fait que les politiques monétaires plus accommodantes vont permettre de redonner du dynamisme à l'entreprise, on a un redémarrage du manufacturier, potentiellement un redémarrage aussi peut-être un peu lent, mais de l'immobilier. Tout ça, c'est de la consommation de matières premières, c'est de la consommation d'énergie. Et donc, sur le reste du complexe, c'est plutôt bon. Et puis, sur les métaux, on a déjà eu l'occasion d'en parler, avec la transition énergétique qui crée des besoins absolument considérables. C'est qu'une affaire de temps. C'est plus une question de quand et pas une question de si. Voilà, c'était ça. L'autre actualité que je voulais vous apporter, mais enfin, vous l'avez vu comme moi, et qui méritait peut-être quelques commentaires, c'est un sujet de discussion qu'on a déjà eu et qu'on poursuit avec vous, c'est que les grandes compagnies pétrolières américaines ont fait 3 fois plus de profits pendant les 3 premières années du mandat de Joe Biden, avec une administration démocrate politiquement, officiellement, qui n'est pas favorable à cette industrie, plutôt pro-climat, 3 fois plus de profits sous Biden que sous les premières années de Trump, ou sous le mandat de Trump, qui, lui, était quand même le chantre du drill, 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 quoi. Oui, mais au moment où Trump arrive, on est en plein dans l'explosion du pétrole de schiste et une demande qui ne cesse de croître. L'administration Biden est arrivée dans une période un peu particulière quand même. On a eu le Covid et puis post-Covid, on s'est retrouvé avec une demande qui a explosé, des prix du pétrole qui sont partis très fortement à la hausse. Il y a eu la contrainte ukrainienne, du conflit russo-ukrainien, qui ont mis aussi à mal les exportations de pétrole russe, même si bon an, mal an, on s'arrange pour que ce pétrole continue à arriver sur le marché, ça reste moins fluide. On a encore une fois l'OPEP qui est là et qui soutient les cours. Donc on a globalement un paradigme hyper favorable. Bien tenu, hyper favorable. Et puis on constate 2 choses malgré tout, c'est qu'en plus d'avoir ce gendarme qui est là pour limiter les mouvements à la baisse, il y a quand même des interrogations qui commencent à se poser aussi sur la capacité de la production américaine à continuer à progresser. Cette année, l'administration américaine attend une production de pétrole aux États-Unis stable. Ça veut dire que les pétroles de schiste n'arrivent plus à permettre de continuer à augmenter de façon perpétuelle. C'était le doute que vous émettiez. Il y a une vision un peu court-termiste. Exactement. À exploiter au maximum aujourd'hui la manne du pétrole de schiste. Et d'ailleurs, les entreprises pétrolières américaines que vous citiez sont en train de se mettre en ordre de marche pour ça, puisqu'elles rachètent énormément d'actifs dans ce secteur-là, parce qu'elles sentent, à mon sens, que l'attention sur le pétrole va rester, parce qu'on essaie de contraindre les investissements pour des bonnes raisons, pour des raisons climatiques, et que, à un moment, il va y avoir des envolées de prix, peut-être plus de volatilité, mais des envolées de prix, et qu'à ce moment-là, les pétroles de schiste permettent d'être extrêmement réactifs et de pouvoir profiter de cette manne temporaire en augmentant la production au moment où les prix se tendent, pour pouvoir faire des bénéfices toujours plus importants, même si on est sur une industrie qui, a priori, est amenée à décliner dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Benjamin. Merci pour votre éclairage sur ce complexe des matières premières et la situation du moment sur ces marchés de matières premières. Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.